Ok, alors aujourd'hui je suis avec Fabio. Bonjour Fabio, Bonjour. tu vas bien? Bien, bien, et toi? Oui. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler un peu de la nourriture et la place qu'elle prend dans la santé des gens. Méga intéressant. Et qu'est-ce que tu veux dire à peu près par là en fait? Tu veux parler d'une expérience ou tu veux parler de faits scientifiques? Un peu des deux déjà. Mhm, Déjà, on va raconter un peu ce que ça nous intéresse là-dessus, mhm, nos expériences avec la nourriture, mhm. parce qu'on est quand même des cas spéciaux, n'est-ce pas? J'avoue qu'on est des cas un peu atypiques. Et puis, en fait, un peu de science aussi, bien sûr, Bah vu oui, vu ton nos, métier. nos parcours aussi. Ouais, Oui. Je rappelle juste que du coup, tu es laborantin en biologie exactement, c'est ça. et que je suis à présent nutritionniste. Et donc, on est tous les deux passionnés par tout ce qui touche à que ce soit au niveau santé, la nourriture pour le plaisir aussi, parce qu'on est quand même gourmand. Mhm, Et c'est vrai qu'on est passé par plusieurs étapes. mhm. Déjà, donner un peu le contexte de tout ça. Vas-y. En fait, tous les deux, Mhm. toi et moi, on a toujours eu un peu une relation compliquée avec la nourriture, n'est-ce pas? Oui. Voilà. On est quand même des grands gourmands, on aime bien manger, surtout des cochonneries, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Les petits McDo, glace, etc. Mhm. Ça. Parce que la bouffe, c'est la vie. Mhm. Mais ces derniers, on va dire mois, Ouais. ouais, un mois, ça fait Même plus, hein, même dernières plus. années quand même. Hein. Ouais, dernières années, c'est vrai. On n'est pas parfait, mais on fait au mieux. Mhm. Ouais. On essaie d'implémenter quand même beaucoup de techniques pour mieux manger et avoir une Ok. meilleure relation avec la nourriture. Ça veut dire quoi pour toi mieux manger? C'est-à-dire prendre des ingrédients, enfin de la nourriture de meilleure qualité. Mhm. Ça veut dire moins de nourriture industrielle Mhm. et de rester au plus naturel possible. Est-ce que tu as l'impression que c'est facile dans notre société actuelle de Ouf. faire ça maintenant? Alors, c'est facile si tu mets le travail derrière. Voilà. Donc c'est challengeant. C'est challengeant. Ah. Voilà, c'est ça. C'est challengeant. Et le problème, c'est qu'en fait, tu as l'impression de marcher dans un champ de mine. Oui. Voilà. Par exemple, tu vas au supermarché Mhm. et tu te dis, tu veux acheter un truc, je sais pas, tout simple, on va dire de la viande. Mhm. Normalement, tu penses, ah oui, la viande, c'est quand même matière première, Oui. voilà, naturelle, voilà. Mhm. Mais si tu mets en contexte d'où ça vient, cette viande, Et ce qu'elle mange. et ce qu'elle mange, l'animal, n'est-ce pas? C'est parce que, spoiler, la viande ne vient pas de l'espace, ni du supermarché, elle vient d'un animal. Voilà. Mhm, voilà. Donc l'animal, il doit manger et être nourri pendant sa vie avant qu'il soit sacrifié pour qu'il devienne un steak. Voilà. Mhm. Et ça dépend de ce qu'il mange. Parce que si cet animal, il a mangé que du fast-food, on va dire comme ça, Et des antibiotiques, et par des exemple. antibiotiques aussi, et des stéroïdes aussi, Ah oui. parce que la viande, il faut qu'elle pousse vite, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit Business. bien musclée, voilà, Mhm. pour qu'elle soit belle dans les supermarchés. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Ta viande, elle va pas être de bonne qualité. Elle Ouais. va avoir le look, le visuel de bonne qualité, mais pas vraiment. Mhm. Petite anecdote, est-ce que tu as déjà eu une viande que tu commences à cuire et tu la vois, mais vraiment verser 1 litre d'eau sur ta poêle et ta viande est réduite de moitié de sa taille? Oui, plein de fois. À chaque fois que je cuis une viande et que j'achète dans les supermarchés qu'on a ici en Suisse, souvent je me dis waouh, cette viande elle a l'air super, bonne couleur et tout. Je suis sûre qu'elle va être incroyable. D'ailleurs, on commence à la cuire et là, qu'est-ce qui se passe? Ta poêle elle est remplie d'eau. Ouais, exactement ça. Et puis du coup, t'es même plus en train de griller ni de frire ta viande. T'es en train de la bouillir Ouais, presque dans vraiment. ce jus. Ouais. Voilà. J'allais dire ça. Et après, ça devient dégueulasse. Oui. Voilà. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils les injectent avec de l'eau. Mhm. Et ça, c'est tout pour préserver, en fait, le look de la viande et de faire un peu une plus grande shelf life dans les supermarchés. Mhm.
Parce que c'est, encore une fois, du business. Ils pensent que à l'argent, il y a l'argent. Voilà. Mhm. Parce que l'argent te permet de mieux respirer, être plus heureux dans la vie. Exactement, exactement. Non, mais oui. Mais Ouais. pour revenir à ce contexte de ce en parlait, Mhm. et pourquoi c'est un champ de mine, c'est un autre problème, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps aujourd'hui d'aller au supermarché et de regarder la liste d'ingrédients. Qui fait souvent 500 km par paquet. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est pas normal pour certaines nourritures. Bah, c'est ça. Voilà. On va prendre juste encore un exemple, les fruits secs. Normalement, une noix de cajou, tu peux la prendre crue. Tu arrives à la maison, tu fais griller dans ta poêle, au four, air fryer, ce que tu veux, mais tu fais juste griller avec la chaleur Mhm. et tu peux mettre du sel. Mhm. Ça te fait une liste d'ingrédients de 2 ingrédients. Ouais. Noix de cajou, Sel. sel. Ouais. Maintenant, pour les gens qui écoutent, on va faire le même exercice. On va au supermarché, on prend le paquet qui est écrit noix de cajou grillée, salée. Mhm. Et derrière, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves du huile de tournesol. Mhm. Donc, en fait, ça n'avait pas été grillé, ça a été frit. Mhm. Donc, il y a un peu aussi un message, un peu une pub mensongère derrière tout ça. Il y a du sel, il y a des conservants, il y a une liste, mais infinie de produits, juste pour, en fait, conserver ce ingrédient le plus long possible, Mhm. pour qu'il puisse générer le plus grand bénéfice possible à la boîte qui a fait ces noix de cajou. Ouais. Et toi, tu te prends au visage tous ces ingrédients, tous ces produits chimiques qui sont pas bien pour la santé, Mhm. surtout tous les E. Oui. Voilà. Je pense que tu pourrais un peu plus expliquer ce que c'est tous ces E. Ouais, bah les E, c'est beaucoup des conservateurs, il y a des additifs, il y a vraiment plein de choses. Et souvent, bah, plus il y a de E dans la liste, bah, moins c'est bon signe. Et bah, il y a un site, mais je sais plus lequel, où justement on peut voir qu'est-ce qui contient, qu'est-ce qu'il y a dans tous ces E. Et puis c'est vrai qu'il y a des E qui peuvent être naturels aussi. Je crois que c'est l'acide ascorbique. Il est E, je sais plus quoi, mais du coup il est naturel. Et celui-là, il n'y a aucun problème. Donc, il y a vraiment une liste avec tous les E auxquels il n'y a pas de souci. C'est comme si, par exemple, tu vas sur Yuka et tu scannes ton produit. La plupart, il y a des additifs, des conservateurs, etc. Donc, beaucoup de E. Mais il va te dire, ah bah là, c'est vert, c'est OK, parce que c'est un E qui est pas problématique. Par contre, tu as les E qui Yuka te met en jaune-orange où c'est moyennement OK, et les rouges où c'est vraiment fortement déconseillé de les manger. Mais une chose que je voulais dire avant, je sais pas si tu as remarqué, mais si tu compares la liste des ingrédients tout con de Choc-à-Pic qu'on avait il y a 20 ans et les Choc-à-Pic qu'on a maintenant, la liste, elle a en tout cas doublé. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que tous les aliments qu'on mange maintenant, même si on fait un effort gigantesque pour essayer de manger le moins ultra transformé possible, le plus naturel, le plus sain, le plus vitaminé, eh ben, ça, c'est de plus en plus compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'on doit redoubler, retripler d'efforts pour un résultat qui est à peine égal à ce qu'il y avait avant, alors qu'on fait la même chose. Parce que j'ai l'impression que la qualité des ingrédients, elle est devenue vraiment médiocre. Par exemple, si tu prends tout ce qui est poisson, qui, pour les poissons gras, contiennent des oméga-3 qui sont excellents, bah, tu sais que tu as un ratio entre oméga-3 et oméga-6. Les oméga-6, ils sont bons pour toi, mais il faut que le quota avec les oméga-3 soit un bon quota, que ce soit pas égal, il y a un certain quota, mais ça doit se complémenter. Et en fait, là, dans notre société actuelle, on est tellement gavé d'oméga-6 partout que si tu as trop d'oméga-6, ça commence à devenir pro-inflammatoire dans ton corps. Et la problématique, c'est que bah, tu as beaucoup d'inflammation dans ton corps et tu n'atteins pas ton ratio où tu devrais avoir finalement beaucoup plus d'oméga-3 que ce qu'on mange maintenant.
Et puis, c'est pour ça que minimum, il faudrait manger 2 à 3 fois par semaine des poissons gras par semaine. Bon, je me répète, mais bon, par semaine. Mais voilà. Et après, tu as encore la question de, oui, mais est-ce que, par exemple, le saumon, je peux le bouffer 3 fois par semaine? Il y a des métaux lourds dedans. Alors après, tu vois, c'est pour ça que je te parle de nouveau de la qualité. J'ai l'impression qu'avant, c'était vachement meilleur que maintenant. Maintenant, on doit encore se prendre la tête en se disant « Ah, mais attention, dans le saumon, il y a des métaux lourds. Dans le thon, il y a des métaux lourds. » Et plein de produits comme ça où on doit être hyper vigilant. Et toi, tu connais bien la nutrition parce que tu es aussi un petit peu dans le domaine de la science et tout ça. Donc, tout ce qui est côté analyse scientifique, c'est ton domaine à toi. Moi, je connais bien parce que j'ai fait la formation de nutritionniste. Mais quand je pense à tous les gens qui connaissent pas, mais les pauvres, je me dis, ils doivent être perdus, complètement paumés. Oui. Parce que quand tu regardes cette liste d'ingrédients que tu disais, tu connais pas toutes ces choses qui peuvent ressembler à du sucre. Tu dis, ah, il n'y a pas de sucre. Ok, il n'y a pas de sucre, mais il y a ça, ça, ça et ça. En fait, c'est exactement la même chose, c'est du sucre, en fait. C'est exactement ça. C'est, par exemple, tu vas regarder un produit qui est protéiné. Ouais. Et de base, j'avais lu sur Internet que, de base, si tu veux prendre, par exemple, une barre protéinée, tu devrais prendre les grammes de protéines qu'il y a dans ta barre de protéines. On va dire que ta barre de protéines a 15 grammes de protéines. Et tu regardes les calories derrière. Ouais. Et tu devrais juste mettre un 0 après tes grammes de protéines. Donc, 15 grammes de protéines, tu devrais avoir 150 calories dans cette barre. Eh ben non, tu te trouves avec des barres qui font presque 500 des fois. Oui, c'est vrai. Et c'est une folie. Pour 15 grammes de protéines, c'est rien. Parce que tu peux manger un steak, avoir beaucoup moins de calories et avoir beaucoup plus de protéines. Ou des œufs. Ou des œufs, voilà. Et donc, tu te dis, il y a un problème. Comment est-ce que c'est fait? Pourquoi il y a autant d'ingrédients derrière cette barre de protéines? Alors que ça devrait être un truc simple qui est ruiné par un ajout de agents étrangers qui n'ont... Encore une fois, oui, ils ont un but là-dedans, c'est pour se faire de la thune, c'est tout pour en fait des exhausteurs de goût, pour en fait te rendre accro à ce genre de choses. C'est qu'en fait leur stratégie c'est pas la santé d'abord, non, leur stratégie c'est il faut qu'on se fasse de la thune, il faut qu'on vende nos produits et que les gens ils en mangent nos produits une fois et après ils continuent à les manger. Tu crées un abonnement. Exactement, tu crées un abonnement de nourriture. Et du coup, ça fait un cercle vicieux à chaque fois. C'est, tu développes un produit que tu as des très beaux macros, des belles protéines, pas beaucoup de lipides, pas beaucoup de sucre. Et tu te dis, ah ouais, mais c'est trop cool. Mais après, tu as une liste mais horrible de produits chimiques dedans. Et tu sais pas quoi faire. Et encore une fois, les gens qui ont des vies compliquées, qui sont occupés dans leur vie, ils n'ont pas le temps. Fatigués, stressés. Ils n'ont pas le temps de regarder ces listes d'ingrédients. C'est ça, ils se disent youpi, des protes, c'est pas trop sucré, vas-y, on y va. Exactement. Et en fait, tu te crées une inflammation de fou en te disant, mais je comprends pas, pourtant je mange bien, c'est protéiné, il y a des bons lipides, il y a pas d'acide gras saturé, tout va bien. Et t'es stressé, du coup tu manges de la merde. Et tu deviens encore plus stressé parce que ton corps il aime pas ce qui se passe, donc ton cortisol il augmente. Et du coup ça fait un cercle encore une fois vicieux. C'est ça. Où t'es stressé, t'arrives pas à manger bien parce que t'es stressé. Du coup tu manges de la merde, tu penses que t'es en train de manger bien et non. Et voilà. Et c'est drôle parce que avant, les gens qui avaient de l'argent, eux, ils pouvaient être en surpoids parce qu'ils pouvaient se gaver de nourriture. Oui. Ouais. Maintenant, c'est à l'inverse. Oui. Les gens qui n'ont pas d'argent et t'as pas le choix, tu peux pas acheter de la bonne nourriture, enfin de la nourriture normale, on va dire, et tu manges que des fast-food parce qu'ils sont moins chers que la bonne bouffe. Oui. Et c'est les gens pauvres maintenant qui sont en surpoids. Parce ou que obésité même. Acheter bio, par exemple, c'est horriblement cher. C'est horriblement cher. Alors que c'est censé être... Ça descend, ça devient un peu plus accessible, mais c'est quand même très cher comparé au moins cher, on va dire. Ah oui, et je voulais faire un lien par rapport, quand on parlait avant des conservateurs, des additifs. Typiquement,
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu mes cours de pathologie dernièrement et on a appris que, tu sais, la fameuse phrase c'est la dose qui fait le poison. Oui, bien sûr. C'est pas toujours vrai. Bref, je te passe les détails de pourquoi. C'est un truc pharmacologique, toxicologique, etc. Par exemple, on parlait des additifs. Dans tous ces produits qu'on achetait beaucoup avant, parce qu'on essayait vraiment d'avoir un maximum de protéines, parce que pour pas avoir de fonte musculaire, parce qu'on est en train de faire du sport, parce qu'on est aussi en perte de poids, etc. On essayait vraiment de manger plus protéiné que d'habitude, parce que si on regarde, si on calcule, on a calculé, on était vraiment en sous-protéines par rapport à ce qu'on devait manger. On était à peine sur la base de juste refaire des protéines. Et puis, tous ces produits protéinés, par exemple, ces puddings, ces flans, tu sais, t'avais les arômes chocolat, vanille et tout. Franchement, c'était méga bon le goût. C'était vraiment... là, j'avoue, c'était pas mal. Par contre, il y a, par exemple, du Carrégane. Ah oui. Et j'avais vu une émission justement où il disait ouais, le Carrégane, c'est inoffensif parce que c'est naturel, c'est des algues. Et attention, c'est inoffensif parce que c'est naturel, faut s'en méfier. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. T'as des plantes qui sont mortelles. Hein. Oui, t'as des champignons que tu peux manger qu'une seule fois. D'ailleurs, la blague de ton père, on peut manger de tous les champignons. Mais il y en a que tu manges qu'une seule fois parce qu'après, t'es plus... Bien sûr, voilà. Tu peux tous les manger. Hein. Oui, voilà, finalement. Bref, ne disons pas ça. Voilà. Tout ça pour dire que les Carrégane, par exemple, moi, je m'intéressais pas du tout à cette algue. Au début, quand je m'y connaissais pas trop, ça me posait pas trop de problèmes parce que je me disais, ouais, c'est naturel, c'est pas ça qui me pose problème. Et j'avais, à chaque fois que je mangeais ça, des grosses nausées, des maux de ventre... j'avais le ventre qui gonflait, mais jusqu'en Chine. Enfin, franchement, c'était compliqué. Et j'ai regardé, en fait, un peu le point commun, le composé commun de tous ces produits. Et c'était le Carrégane, Carréganane, qui était à chaque fois là-dedans. Et donc, je me suis renseignée. OK, en fait, le Carrégane, c'est une algue. C'est à base d'algues. Et en fait, il s'avère que si tu prends, alors la quantité, je sais pas, faudrait voir les méta-analyses sur PubMed, mais à partir d'une certaine dose, le Carrégane, ça peut être cancérigène et ça peut être assez toxique pour toi. Et tu te dis, tu sais, quand tu te dis, ouais, dans ma journée, vas-y, je vais manger hyper protéiné, par exemple, on parle beaucoup de protéines, toi et moi, parce qu'on est un peu là-dedans, hein, mais il n'y a pas tout le monde qui veut absolument manger je sais pas combien de protéines. Mais quand tu te dis, ouais, je veux respecter un quota, je veux respecter les macros et tout ça, tu vas pas commencer à réfléchir à chaque ingrédient de l'étiquette. Exactement. Tu vas dire, OK, moi, mes prods, c'est ça. Si je dois commencer à manger 3 steaks pour avoir mon quota de protéines, ça va être compliqué et en plus, ça va me coûter cher. Et j'ai pas forcément envie de manger de la viande tous les jours parce que, je sais pas, par respect pour l'animal, etc. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Que oui, voilà. En fait, on veut atteindre nos quotas de protéines et on a des moyens que j'appelle faciles entre guillemets de remplir ces quotas, qui sont par exemple ces flans protéinés, ces puddings protéinés, qui d'ailleurs sont vachement bons. Et au final, le fameux bénéfice-risque, il est pas terrible parce que ok, t'as tes protéines, mais en premium, en option, tu te fais une belle inflammation de bas grade dans ton corps chronique. Tu rajoutes du stress à ça, de la fatigue et de temps en temps un McDo parce que t'aimes bien manger ou un Burger King ou je sais pas quoi, des glaces et du sucre parce que tu te dis ah oui, je peux faire mon petit plaisir la semaine. Ouais, voilà. Et en même temps, faut bien éviter de péter un plomb et de se faire plaisir de temps en temps. Mais au final, tu marches sur tes œufs. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on disait au début. C'est pour ça que je disais, en fait, ça fait quelques années qu'on essaye de manger mieux, parce qu'en fait, on est vraiment par essai-erreur, on se plante, on recommence. Là, même avec la formation que j'ai faite de nutrition, combien de fois, si on prend juste le lait, combien de fois on est passé de lait demi-écrémé parce qu'il y a moins de graisse saturée, et finalement, mais en fait, le lait entier... parce que du coup, tu as un plus petit pic de glycémie. Mais en fait, du coup, plutôt le lait écrémé parce que si, parce que ça. Et en fait, quand tu regardes, tu as changé au moins 3 fois. Oui, parce que tu as des arguments
pour et des arguments contre. Et je me rappelle justement les premiers cours que j'avais quand je faisais l'école pour nutrition, pour être nutritionniste. Je lui disais à ma prof, OK, donc ça veut dire que l'assiette parfaite, c'est par exemple des pâtes complètes ou du riz complet avec une protéine comme de la viande, du poulet, des œufs ou je sais pas quoi, et des légumes. Et c'est ce qu'elle me répond, elle me dit, en fait, ça dépend de ton objectif. J'ai dit non, tu peux pas me répondre ça. Moi, je veux que tu me dises que ça, c'est parfait. Elle me dit, il n'y a pas de parfait, ça dépend de ton objectif. Exactement. Si ton objectif, c'est d'avoir des protéines, alors il faut pas mettre des pâtes ou du riz complet. Parce que du coup, tu vas, l'absorption de tes protéines, elle va être plus complexe. Si ton objectif, c'est, je sais plus, mais ton objectif, c'est juste manger sainement globalement, alors mets tes pâtes et ton riz complet. Et si, par exemple, tu ballonnes trop, peut-être, du coup, prends pas du complet. Évite d'avoir du riz complet, plus encore beaucoup de fibres, de légumes, etc. Et en fait, je me disais, mais waouh! Donc, en fait, de nouveau, et c'est là que c'est beau le métier de nutritionniste, c'est que c'est pas une façon de faire pour le monde entier. C'est vraiment, OK, toi, t'es pas juste un pion et puis vous êtes tous les mêmes et je vous donne le même plan à tous, je vous donne les mêmes conseils. En fait, pas du tout. En fait, chaque personne, chaque accompagnement est méga personnalisé. Et en fait, je trouve beau parce que tu t'adaptes à la personne, tu t'adaptes à son quotidien. T'as des gens qui travaillent à l'hôpital qui ont pas forcément des gigapauses et tout ça. T'as des gens qui travaillent, je sais pas, au CFF, qui bossent toute la nuit. T'as des gens qui ont plein de coupures dans la journée. Et en fait, tu dois t'adapter à ces gens. Et en fait, ton objectif là-dedans, c'est de faciliter la vie à ces gens, mais en faisant en sorte qu'ils puissent manger plus sainement ou perdre du poids ou prendre de la masse ou bref, répondre à leurs attentes. Et je trouve que c'est un vachement beau métier, quoi. Mais c'est vrai que on est passé par plusieurs phases. Toi, t'étais plutôt la team on coupe totalement le sucre. On change tout direct. La radicale. Allez, l'armée. Moi, à l'époque, j'avais des bons gros TCA, des bons gros troubles du comportement alimentaire. Je pouvais m'enfiler des paquets de chips, paquets de biscuits, tout ce que tu veux, des M&M's. Les M&M's, c'était la vie. Ça, c'était le Graal. Des McDo, tout ce que tu veux. Et moi, j'ai fait un gros travail avec une psy et qui est aussi diététicienne, que j'adore, cette femme d'ailleurs. Et elle m'a beaucoup aidée à traiter ça. Et puis, elle n'était pas dans le fait de couper, elle était vraiment dans le fait de réguler. Tu sais, c'est comme les émotions. J'apprends à mes élèves, pour les cours babysitting, je leur apprends que gérer les émotions, tu peux pas gérer tes émotions. C'est parce que c'était dans la thématique de gérer les émotions de l'enfant. L'enfant ne gère pas ses émotions. Mais les gars, vous non plus, vous gérez pas vos émotions. On régule nos émotions. Parce que gérer ses émotions, c'est hyper complexe. Bref. Pourquoi je dis ça? Je me suis perdue. Oui, voilà. Parce que, toi, t'es plutôt dans la team, on va tout couper. On n'est pas des faibles. Voilà, on n'est pas des faibles. On y va. Toi, tu me fais penser à mon père. On pense à la santé. Voilà. N'est-ce pas? Comme mon père, on y va, on lâche pas, nanana. Oui, ok. Et moi, je suis plutôt dans écoute, moi, j'ai appris à ne plus péter un plomb, plus avoir de TCA. Je sais que si tu me coupes tout, je vais revenir là-dedans et je vais vraiment chuter. Du coup, on était un peu dans ce dilemme-là où toi, tu as eu ta façon de faire pour perdre tout le poids que tu as perdu. Moi, j'ai eu la mienne pour perdre tout le poids que j'ai perdu. Et au final, de nouveau, j'y reviens. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Chaque méthode fonctionne pour, en fonction des besoins de chacun. Et je sais que, par exemple, pour toi, couper totalement, ça marche. Pour moi, avoir ma petite dose quotidienne, ça marche. Et au final, je pense que c'est ça le plus important. Oui, chacun, il s'adapte et fait à sa manière. Donc, voilà. Ouais. À part ça, j'aimerais revenir sur un truc que tu avais parlé avant. Tu avais parlé de ces puddings protéinés. Ouais. Et tu te souviens que j'avais aussi parlé que ces nourritures, elles sont faites pour que tu en manges une fois et qu'après, tu continues à manger plusieurs fois. On enchaîne. Et tu m'as dit que les Carrigan, ils te rendaient un peu avec des nausées, un peu malade, tu vois. Si vous entendez ronronner, c'est qu'il y a le chat qui est là. Il y a notre chat Moshi. qui revient. Ouais, vas-y, les Carrigan. Et du coup, ce qui se passe, c'est que
Tu te souviens quand tu avais pris la première fois ces puddings? Ouais. C'était vraiment mal. Horrible. Horrible. Le jour d'après, moi, je mangeais mon pudding parce que moi les Carrigan, ça me fait rien. Mhm. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Je me rappelle plus. Tu m'avais demandé, Fabio, est-ce que je pourrais avoir juste une cuillère pour avoir le goût? Oui. Et moi, je t'ai dit, mais Kelly, t'as même mangé hier, t'étais vraiment très très mal. Juste pour que tu te rendes compte, en fait, le truc, il t'a rendu malade. Oui. Mais le goût, il est tellement magnifique, il est tellement fait pour que tu en bouffes non-stop et que tu t'arrêtes jamais, Ouais. que ton cerveau, il a pas associé à ce truc, en fait. Tiens, ce truc, c'était un poison qui m'a rendu malade. Ouais. J'ai oublié ça. C'était tellement bon le goût, j'en veux encore. Ouais. Et à chaque fois qu'on passe devant le supermarché, moi, je vois ces puddings et je suis là, ah ouais, j'en pourrais bouffer un. Mais après, je me rends compte, ah oui, mais ce truc, il a Carrigan, qui peut te provoquer des cancers, peut te détruire ton microbiome, qui peut te faire de l'inflammation, etc., etc., etc. Donc, juste à quel point ces trucs sont faits comme des drogues, en fait. Oui. Tu sais, quand tu prends une drogue, je sais pas, on va dire, je sais pas, l'héroïne, tu sais que ce truc, il est en train de détruire ton corps. Ouais. Mais t'en veux encore. Mais t'en veux encore. Et Ouais. t'es toujours en train de chasser. Et c'est plus fort que toi. Ce goût. Ouais. Et t'arrives pas à t'arrêter du tout. Et c'est vraiment une folie. Ouais. À quel point, en fait, ces gens, ces entreprises, ils vont pour rendre une nourriture palatable. Hyper palatable. Mais oui. Oui. Et juste pour que tu deviennes accro comme une vraie drogue, vraiment. Et ça, il y a aussi le même effet un peu quand t'arrêtes le sucre. Oui. Un peu de sévrage, on va dire. Oui. Et après, une chose que j'aimerais juste sensibiliser les gens qui nous écoutent, parce que typiquement, quand je travaillais la semaine passée, du coup, j'expliquais un peu mon métier. Et puis, je parlais de cette histoire d'oméga 3, où c'est très important de manger du poisson gras minimum 2 à 3 fois par semaine. Et que je disais, par exemple, le saumon. Et direct, on m'a dit, ah, mais il y a des métaux lourds. Je disais, oui, alors, dans le saumon, il y a des métaux lourds. Dans le thon, il y a des métaux lourds. Dans le chocolat, il y a du cadmium. Dans le coca, il y a du sucre. Enfin, j'abuse un peu, mais non, j'abuse pas, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a plein de choses où on peut prendre les défauts de tout. Et je disais, vos pommes bio, elles ont aussi des pesticides. Hein. OK, c'est bio. Mais il y en a même plus que dans des pommes qui sont pas bio. Oui. Donc, en fait, il faut juste aussi se méfier et puis de regarder, vraiment avant, j'ai parlé de PubMed, c'est un site pour regarder les études scientifiques et de regarder de préférence des méta-analyses. Donc, les méta-analyses, c'est vraiment ça va être comment on appelle ça? Un résumé de toutes les études qui ont été faites pour te faire une étude méga solide et qui va te résumer sous forme de chiffres toutes les études et ça va vraiment te donner un résultat chiffré. Donc vraiment plus solide que ça, il n'y a pas. Et par exemple, direct on dit oui, le chocolat, il y a du cadmium. Faut pas manger du chocolat noir parce qu'il y a du cadmium. Ok, mais faut pas manger du chocolat brun parce qu'il y a trop de sucre. Alors on fait quoi? Et par exemple, cette histoire de cadmium, oui, il y en a dans le chocolat noir, mais il y en a il y en a trop si tu commences à manger plusieurs plaques par jour. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut, il faut se méfier par rapport à ça, parce que tu peux vite déprimer puis te dire, ouais, pourquoi manger sain vu qu'il y a de la merde partout? Alors oui, il y a de la merde partout, oui, il faut quand même qu'on se nourrisse, mais après, il y a des choses qui varient en fonction de la dose. Donc autant, c'est faux de dire que c'est la dose qui fait le poison, parce qu'il y a des choses que tu manges tout de suite et ça... par exemple, si tu fais une allergie, tu es allergique aux cacahuètes, tu manges une cacahuète, tu l'as fait ton allergie directe. Ouais, t'es mal, quoi. T'es mal direct. Et puis, tu as des choses où, par exemple, je sais pas, le dafalgan, le seuil, c'est 4 grammes par jour, mais ça a été calculé que tu peux aller, je crois, jusqu'à, je veux pas dire de bêtises, mais je crois jusqu'à 10 grammes, puis que c'est à partir de 10 grammes. Mais là, il faut vérifier parce que je suis pas sûre de ce que je dis quand je dis 10 grammes, mais que c'est plus haut que là, du coup, ça fait effet un peu poison. Donc, tu as des choses où c'est toxique tout de suite. Par exemple, l'alcool. Par exemple, nos parents. Le grand mythe. Le mythe de « oui, mais tu sais, tes grands-parents, ils ont bu de l'alcool et puis ils buvaient un verre de vin tous les jours et ils sont morts à 102 ans. »
Mais tant mieux, mais magnifique pour eux, Génial. super, mais Et toute la génial. nourriture qu'ils mangeaient autour, elle n'était pas aussi empoisonnée que la nôtre. Déjà, et puis même leur vin, il était mieux que maintenant, à part ça. Exactement, oui. Mais là, ça a été prouvé scientifiquement, et là, je suis sûre de moi, que déjà, une goutte d'alcool, c'est déjà toxique. Donc, en fait, c'est ça que je veux sensibiliser ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut se méfier. Il y a des choses qu'on voit sur les réseaux qui sont vraies. Il y a des choses qui sont vraies partiellement. Il y a des choses qui sont exagérées. Et souvent, quand vous voyez, si par exemple, je reprends mes études scientifiques, pas toutes les études scientifiques sont bonnes. Parce que tu as des études scientifiques qui ont été faites, j'abuse un peu, mais sur 10 personnes pendant 2 semaines. C'est pas fiable. 10 personnes, c'est pas assez. 2 semaines, c'est pas assez long, suivant ce que tu cherches. Après, t'as des genres d'études scientifiques où c'est, je sais pas, sur le magnésium. Bon, après, le magnésium a beaucoup de vertus, hein. Mais on prend par exemple le magnésium. Il faut faire attention aux biais et aux biais cognitifs et aussi aux intérêts, dans le sens où si tu vas tout en bas, tu regardes que tu vois que, comme par hasard, cette entreprise qui a découvert que le magnésium était magnifique pour ça, et ben en fait, c'est une entreprise qui vend du magnésium. Oui. Donc, il y a des choses où il faut se méfier. Pas toutes les études sont bonnes à prendre. Il faut vraiment, et aussi bien lire et puis bien se renseigner. Est-ce qu'il y a eu un grand nombre de personnes qui a fait cette étude? Est-ce qu'il y a une comparaison? Parce que il y a des études où on compare, par exemple, un traitement, comparer un groupe qui fait le traitement et un groupe qui a un placebo, qui a des médicaments qui n'ont aucun effet. Et puis, en fait, ils comparent entre les deux. Et suivant, en fait, l'étude qui a été faite, eh ben, ça a plus ou moins de valeur. C'est comme, justement, on a vu récemment en pathologie que l'opinion d'experts, donc un gars qui te dit « moi, je suis expert là-dedans, moi, je sais de quoi je parle, et la vérité, c'est ça », eh ben, en fait, c'est tout en bas. Et que le truc le plus fiable, c'est les méta-analyses. Donc, c'est vraiment où tu prends tout plein d'études, tu fais un gros résumé, un gros calcul, et ça te fait un résultat chiffré, et ça te dit « ok, il y a 90% de personnes qui ont guéri avec ça, il y a eu exactement 13 000 participants », enfin, tu vois. Et puis ça, c'est beaucoup plus fiable. Donc c'est ça, se méfier de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, pas tout diaboliser, et puis voilà. Et pas faire confiance à 100% non plus à tout. Voilà. C'est encore une fois, on revient sur le terme de un champ de mine. Voilà. C'est ça. Et même dans les études, tu vois ça. Parce que tu as des études, par exemple, on va par exemple parler de l'étude qu'ils avaient fait sur les faux sucres. Par exemple, tout ce qui est Coca Zéro. Les édulcorants. Exactement. Voilà. Par exemple, tout ce qui était Coca Zéro. Il y a un moment, les gens, ils disaient, ah oui, mais en fait, les sodas sans sucre, c'est encore pire que les sodas avec sucre. Alors, on va pas parler déjà du fait que le sucre qu'il y a dans un soda, c'est déjà stupidement énorme. La quantité de sucre qu'il y a dans une bouteille de Coca, par exemple. Donc voilà. Mais les gens, ils disaient, ouais, vaut mieux boire les sodas avec du sucre que celles avec des édulcorants. Parce que les édulcorants sont cancérigènes, d'autres provoquent des inflammations, etc., etc. OK. Et après, tu vas lire bien ces études qu'ils ont fait sur les édulcorants pour, entre guillemets, prouver que ça provoque des cancers. Et tu regardes les doses qu'ils donnaient, par exemple, à des souris. Et tu te demandes, mon Dieu, est-ce que la souris, elle est décédée de l'édulcorant ou est-ce qu'elle est décédée noyée par la quantité de coca que tu devrais faire boire une souris que tu noierais à toi, en fait, toi-même. Donc, tu te dis, comment est-ce que ces études peuvent être valides, en vrai? Ouais, donc il faut se méfier de ça. Parce que c'est des doses juste bizarres. Et après, ça revient à nouveau aux gens qui commencent à te donner des informations un peu différentes entre les deux. C'est que par exemple, tu as les gens qui disent « Ah, il faut absolument pas manger des édulcorants. Mangez plutôt du sucre, mais réduisez le sucre. » Et après, tu as d'autres gens qui disent « Non, mais c'est bon, ils ont fait ces études. C'était des études avec des doses trop extrêmes. Bien sûr qu'elles vont pas survivre, les souris, au labo.
Vous pouvez boire vos sodas sans sucre. Mhm. Et c'est vrai que pour les gens qui sont, par exemple, dans une grande obésité, Mhm. s'ils peuvent faire le switch entre soda et boire le soda sans sucre maintenant, Ouais. ça fait déjà un gros déficit calorique pour ces gens. Mhm. Ces gens, ils ont déjà de toute façon une montagne de comorbidité Mhm. et du coup, ils sont déjà en mauvaise santé. Ouais. Donc, c'est dire que, bon, ils peuvent switcher en soda sans sucre, c'est déjà mieux. Mais c'est ça aussi, c'est un champ de mine avec tout le monde qui te donne des informations Oui. contraires tout le temps aussi. Eh ben, tu sais quoi? De nouveau, j'ai envie de te dire ce que ma prof m'a dit. Ça dépend de ton objectif. Moi qui ai, par exemple, de l'endométriose, je vais automatiquement éviter les produits sucrés, mais je vais d'autant plus éviter les édulcorants qui provoquent quand même de l'inflammation. Et d'ailleurs, en parlant d'inflammation, par rapport à cette endométriose, donc c'est une maladie qui est souvent empirée, aggravée par l'inflammation que tu as dans ton corps, qui te provoque plus de douleur. Et tu as des gens, dont moi j'ai fait le cobaye, qui essayent de manger strictement anti-inflammatoire. Et c'est pas facile, surtout maintenant, dans cette société, c'est vraiment pas simple. Donc, par exemple, je sais pas, manger beaucoup plus de poissons gras dans la semaine, augmenter, je sais pas, par exemple, le curcuma, qui est un bon anti-inflammatoire, veiller à bien m'hydrater, supprimer les produits ultra transformés, etc., etc., augmenter les fibres, enfin vraiment de faire le mieux que je peux. Et ce qu'il y a, c'est que au lieu d'avoir une crise de douleur de 3 heures de temps, j'ai eu une crise de douleur d'1 heure de temps, donc ça a réduit. Mais l'endométriose étant une maladie qui progresse vachement vite, je me faisais quand même dépasser par cette maladie avec tous les symptômes. Et du coup, j'étais obligée de prendre la pilule. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que dans cette société qu'on a actuellement, on mange, et là c'est une corrélation, pas une causalité. J'ai pas été voir d'études scientifiques pour dire oui, c'est causal. Mais de mon hypothèse, qui ne regarde que moi, on mange beaucoup plus de produits édulcorés maintenant qu'il y a 20 ans, 40 ans en arrière. Et on est, je sais pas combien, il y avait déjà d'endométriose avant, mais on est quand même une pétée à avoir ça. Je parle d'endométriose, mais en fait, finalement, des maladies inflammatoires, il y en a tout plein. Et il y a de plus en plus de gens... Tout simplement l'acné. Oui, aussi. Il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de type inflammatoire, des maladies inflammatoires. Et tous ces édulcorants, on les avait pas forcément avant. On avait peut-être la moitié, si c'est pas encore moins. Donc, moi, je me pose la question s'il n'y a pas un lien ou en tout cas une corrélation entre ça, entre ce changement alimentaire sociétal et toutes les maladies qu'on a maintenant. De mon côté aussi. Bon, c'est plus toi qui remarques parce que c'est sur mon dos, mais aussi sur mon visage. Au niveau d'acné, j'ai toujours eu de l'acné depuis que j'ai été ado. Toujours. Et je crois que c'est un peu génétique parce que mon père, je pense qu'il a toujours de temps en temps des boutons qui apparaissent. Ouais. Mais j'ai l'impression que surtout mon dos, que c'est toi qui le vois plus que moi, n'est-ce pas ? Oui. T'as remarqué que mon dos, il est beaucoup plus... Ta peau, elle est plus douce. Exactement, plus douce, il y a plus de boutons, plus rien. Même mon visage aussi, je remarque que j'ai plus... des fois, j'avais mon front, il faisait 3-4 boutons rouges. Oui, c'est ça vrai. devenait un peu la course de rallye sur mon visage, vraiment. La calculette. La calculette. Et maintenant, j'ai de temps en temps un petit bouton blanc qui disparaît après une journée. Ça arrive, hein, c'est normal, on a des bactéries, c'est normal qu'on ait de temps en temps un petit bouton qui apparaisse. Oui. Mais de l'acné, j'en ai presque plus. Est-ce que tu peux leur dire elle est comment notre alimentation ? Qu'est-ce qu'on a arrêté de manger ? Qu'est-ce qu'on continue de manger ? C'est comment un peu une journée type chez nous ? En tout cas, pour commencer au niveau alimentaire. Alors, tout simplement, on mange le plus naturel possible.
Mhm. On va dire que le matin, par exemple, on mange. Bon, moi, je mange pas le matin pendant la semaine, n'est-ce pas? Mhm. Je fais le jeûne jusqu'à midi. Mais le week-end, on mange souvent des œufs. Mhm. Parce que les œufs, madame la nutritionniste, sont pleins de protéines. Ils Mhm. contiennent tous les acides aminés. Mhm. Donc, Oui. ils sont parfaits comme petit-déj Si pour tu commencer veux la que, journée. je fais une parenthèse, si tu veux que tes œufs soient parfaits au niveau des acides aminés, il faut que le blanc soit bien cuit et que Mhm. le jaune reste coulant. Voilà. Voilà, c'est la Petite petite parenthèse. nutritionnelle. Oui. Et vraiment, prioriser tout ce qui est naturel. Légumes, fruits, viande. Si on met des graisses, on essaie de mettre... Viande, mais pas n'importe laquelle. Oui, pas n'importe laquelle. On essaie d'aller plus souvent maintenant au boucher. Oui. Qui prend de la viande de ferme. Mhm. D'ailleurs, ici à Montreux, on a un boucher très bon vers le forum. Petite pub minestrone, allez. Mais par exemple, le poulet jaune qui mange du maïs plutôt que le poulet de la Migros qui mange je sais pas quoi de farine alimentaire bizarre et du coup sa viande elle est blanche comme le PQ. Voilà. Petite parenthèse, les animaux, ils sont pas censés avoir ni la viande rouge ni la viande blanche comme le poulet. Ni le saumon, et lui, il est pas censé être rose comme ça. Non plus. Ouais. Souvent, c'est des colorants qu'ils mettent Ouais, dedans. pour rendre plus Voilà. attrayant. Ouais. Voilà. La vraie couleur en fait du saumon, c'est un peu gris, je crois. C'est ça. Voilà. C'est un poisson normal en fait, comme tous les autres. Voilà. Mais du coup, on essaie de prioriser vraiment ça Mhm. et faire au plus protéiné possible. Pourquoi? Parce que pour la perte de poids, plus tu manges protéiné, plus ton corps va devoir dépenser des calories pour digérer ces protéines. Si tu muscles. Si tu muscles, oui. Ça sert à rien de se gaver en protéines si tu fais zéro sport. Tu vas le pisser, tes propres. Voilà. Ça sert à rien. Mhm. Et attention, juste une chose. Si tu n'as pas de problème de rein, alors il n'y a pas de souci à manger hyper protéiné. Par contre, si tu as déjà un peu une petite insuffisance hépatique, rénale, pardon, que tu as déjà des petits problèmes de rein, là, il faut vraiment suivre les recommandations qui sont passées de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps à 1 gramme. Voilà. Donc voilà, juste attention à ça. Il faut pas, comment dire ça, être horripilé en disant oui, mais les protéines c'est mauvais pour les reins. Oui, le surplus de protéines est mauvais pour les reins si tu as déjà des problèmes de reins. Si tu n'as pas de problème de reins, c'est bon. Voilà. Et si vraiment tu stresses pour tes reins, mais que tu veux manger hyper protéiné, tu peux chaque 3 mois, chaque 6 mois, aller faire des prises de sang pour t'assurer que tout va bien. Voilà, c'est bon, je te laisse parler. Mais du coup, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Ah oui, mais c'était qu'est-ce qu'on mangeait à peu près dans la journée. Voilà. Vraiment de focaliser au plus naturel possible. Ouais. Un changement qu'on a fait aussi, c'est que de temps en temps, on est humain, n'est-ce pas? On a envie d'un burger, par exemple. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Plutôt qu'aller au McDo, prendre ce truc horrible. On parle tout le temps de McDo, hein. Soit on leur fait de la pub, soit ça va pas. Quand tu veux manger un McDo, un burger plutôt, qu'est-ce que tu penses directement? Au McDo, bien sûr. Mais il y a aussi Olico, hein. Il y a aussi plein d'autres choses. Mais bon, oui. Mais le plus connu quand même, c'est McDo. Oui, voilà. Burger King, on va dire aussi comme alternative. Mais plutôt que d'aller à ces fast-food, voilà, on le fait à la maison. Ouais. Parce que, petit cheat code, on va dire, de notre cerveau de lézard, c'est que si tu mets l'effort pour faire ta propre nourriture, et quand tu la manges, tu auras beaucoup plus plaisir maintenant. Parce que tu as la dopamine. Exactement. Parce que tu as fait quelque chose. Tu as mis de l'effort, et maintenant tu peux goûter cet effort. Exactement. Et du coup, tu auras quand même beaucoup plus de plaisir que ton McDo. Voilà. Ouais. Les sauces aussi, par exemple. On adore des sauces. Qui n'aime pas foutre une petite sauce sur une frite ou quoi que ce soit? On essaie de faire maintenant des sauces à la maison. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu veux faire un ketchup à la maison, normalement, le ketchup, je sais pas, j'ai jamais fait de ketchup, mais il y a quoi? C'est de la tomate, du sucre, beaucoup de sucre, et puis beaucoup de sucre, l'industriel. Parce que si tu fais à la maison, est-ce que tu as besoin de non, l'industriel, bonne question. Je sais pas, j'ai pas été voir la recette. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils foutent du sucre déjà? Pour la conservation. Donc, la conservation, pour le goût,
pour que tu rachètes. Exactement, voilà. Ouais. Du coup, si tu veux faire à la maison, qu'est-ce que tu vas prendre? Des tomates, du vinaigre peut-être. Tu vas mettre quand même un peu de sucre, Je mais pense, beaucoup oui. moins. Voilà, c'est Voilà. ça. Tu veux faire, par exemple, une mayonnaise à la maison. Pour les gens qui savent pas, la mayonnaise, normalement, c'est combien d'ingrédients? 2. Mhm. 2 plus sel, poivre. Ouais. C'est des œufs Ouais. et d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, mais vous pouvez faire avec de l'huile d'olive, c'est mieux. Mm. Et qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes une mayonnaise déjà faite? Il y a 300 ingrédients dedans. Ouais. Donc, en fait, la mayonnaise, tu peux la faire à la maison très facilement. Mhm. Tu veux faire une sauce yaourt pour ton burger, tu peux la faire à la maison avec des ingrédients premiers. C'est ça le truc, en fait. C'est que quand on veut un truc, on va dire un cheat code, on essaie de le faire à la maison. Ouais. Voilà, c'est ça. De rester au plus naturel possible et de faire attention aux ingrédients qu'il y a derrière. Ok. Par contre, nous, on a de la chance. Enfin, chance, oui et non. On n'a pas d'enfants. On a nos chats qui sont nos bébés, mais on n'a pas d'enfants. On a un travail, on finit pas à 21h, enfin, à part certains jours de la semaine, mais je veux dire, sinon, on a des horaires tout à fait OK. On a la possibilité de faire ça. Pas tout le monde a le temps de faire ça, mais par contre, quand nous, ce qu'on fait aussi pour manger mieux, enfin, en tout cas, moi, ce que je faisais depuis le début et qui a toujours fonctionné pour moi, c'est que je me disais toujours, j'organise. Moi, je suis quelqu'un de très carré et strict dans l'organisation et j'ai besoin d'avoir planifié ma journée du lendemain, par exemple, pour être sûr que, en fait, comme pour rassurer psychologiquement mon cerveau en disant, t'inquiète, demain, tu vas pas arriver à la maison à 12h30 à crever la dalle, à pas savoir quoi manger parce que t'as rien qui est prêt, et puis en attendant que tes pâtes elles cuisent, manger des chips, manger des conneries parce que t'as faim, tu sais pas quoi préparer, t'as oublié de décongeler ta viande, etc., etc. Donc moi, un truc qui m'a toujours aidé et que je fais encore maintenant, c'est que soit vous faites ce qu'on appelle du batch cooking, où le dimanche ou un jour de la semaine, tu prépares un peu tes tupes à l'avance. Soit pour ceux qui ont pas la possibilité de faire ça, vu que de toute façon, il faut préparer à manger, je sais pas, par exemple, ce soir, je cuisine des choux de Bruxelles, du riz et, je sais pas, de la viande hachée, je fais des quantités plus grandes et après, je mets ça au frigo si je mange dans les prochains jours ou je mets ça au congèle. Et d'ailleurs, petite chose en plus, c'est que le riz, et les pâtes, quand tu le cuis une fois, que tu le mets au frigo et qu'après tu le recuis, en fait, ça devient de l'amidon résistant et ton microbiote, il est fan de ça. Il adore ça. Donc en plus, si vous faites à manger en plus grande quantité et que vous créez des petites portions à mettre au congélateur, vous avez de l'amidon résistant auquel vos bactéries vous remercieront. Donc c'est ça. Et en fait, pour moi, c'était vraiment ça ma clé de la réussite, c'était l'organisation. Parce que je sais que même si j'ai réglé mes troubles du comportement alimentaire, j'ai perdu le poids que je voulais, enfin presque tout ce que je voulais perdre. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Enfin tout va bien. On est devenu sportif. Enfin vraiment, on a changé littéralement de personne, toi et moi. On est vraiment devenus d'autres personnes. Je sais que comme un alcoolique, une goutte et tu reflanches. Je sais que je peux reflancher. J'ai l'impression que mes démons, ils seront toujours avec moi, toujours à côté de moi, et je dois toujours avoir un petit œil de non mon gars, c'est pas toi qui as le contrôle, c'est moi. Après, parler de contrôle, c'est pas top non plus parce que l'idéal avec la nourriture, c'est de pas être dans le contrôle, c'est d'être dans l'écoute de tes sensations proprioceptives, etc. Mais le fait d'organiser, ça me permet de le jour J ne pas avoir à réfléchir. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre à réchauffer, il n'y a plus qu'à manger. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est une astuce, quoi. Donc au final, pour résumer, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit fortement le sucre, mais on s'est gardé quand même un carré de chocolat par jour. C'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. C'est qu'on a arrêté tous les produits sucrés.
Plus de dessert. Alors, pas tout, parce que les fruits, par exemple, c'est sucré, Oui. mais c'est pas C'est du fructose. Là, on parle de sucre On ajouté. parle de dessert, en vrai. On a enlevé les Voilà. sucres ajoutés. Oui, voilà. Voilà. Mhm. Donc, on a réduit à, par exemple, 1 carré de chocolat par jour. Mhm. Ensuite... Ah oui, 5%. Ouais. Pour qu'il soit bien dégueulasse et que tu prennes pas plus. Mais, donc, on a fait ça. On essaye de manger le plus vrai possible. On essaye d'acheter des produits qui ont les étiquettes les plus courtes possibles. Et aussi, par exemple, tu vois, en parlant de ce qu'on dit à la population. Par exemple, les viandes séchées. On a vu que, par exemple, il faut manger maximum 2 tranches de charcuterie par semaine. Mhm. Parce que sinon, c'est cancérigène grade 1. Donc, un très grand taux de cancer colorectal, c'est à cause de la charcuterie. Et en fait, j'ai un petit peu fouillé dans PubMed, là, dans ces recherches. Et en fait, ça disait que c'était dans ces charcuteries, si je prends la viande séchée de bœuf, par exemple, le problème principal, c'est pas que la viande, elle soit séchée, c'est même pas forcément le sel, mais c'est le sel nitrité, ou comment ça s'appelle, citrate de potassium. Je crois que Nitrate. C'est nitrate de potassium. Voilà. Et qu'en fait, c'était ça qui faisait que ça augmentait énormément le risque de cancer colorectal. Exactement. Et donc, toi et moi, on a cherché, par exemple, à Migros, parce que c'est souvent là qu'on va, des charcuteries qui n'en avaient pas. Et sur les, je sais pas combien de paquets qu'ils ont. On en a trouvé 2. 2 paquets qui coûtent 8 francs pour avoir 6 tranches. Oui, exactement. Voilà. Mais justement, dans ces ingrédients, il y a 2 ingrédients. Viande, sel, voilà. marin, des fois. Oui. Voilà. Et c'est ça. Et à l'époque, ils faisaient comme ça. Je sais pas Mais s'ils rajoutaient déjà des nitrates ou des choses comme ça. Je me demande aussi parce que, justement, les gens, ils ont toujours fait de la charcuterie. Ouais. D'ailleurs, je suis sûr, j'ai jamais recherché ça, mais je suis sûr que l'origine de la charcuterie vient du fait que avant les gens, ils avaient pas de frigo. Ah ouais. Ils pouvaient pas, garder leur viande au frais. Ouais. Peut-être s'ils habitaient dans des pays où il y avait de la neige, de la glace, ils pouvaient mettre, je sais pas, dans un bac congelé. Ouais. Mais comment est-ce que les gens ils faisaient s'ils n'avaient pas accès à ça? Eh ben, ils devaient saler ou fumer leur viande, sécher leur viande. Ouais, c'est assez logique ce que tu dis. Voilà. Ouais. Donc, ils n'avaient pas besoin de mettre tous ces conservateurs qu'ils mettent aujourd'hui. Ouais. Ils n'avaient pas accès à ça, en fait. Ils avaient que du sel ou de la fumée. Et leur viande, elle conservait quand même. Donc, je me demande aussi, quel est le but derrière de mettre ces trucs qui sont mauvais pour ta santé? Oui, ok, il y a des choses, comme d'hab, c'est par rapport à l'argent, pour la conservation. Mais les gens, ils ont toujours réussi à conserver la viande. Ouais, mais ça, on le saura pas pourquoi. Voilà. Mais il y a sûrement une raison. Oui. Mais qu'on ne connaît pas. Mais c'est quelque chose à réfléchir, voilà. Mais c'est vrai que on peut très rapidement vriller dans du complotisme. Exactement. Voilà, c'est pas compliqué de vriller là-dedans quand tu réfléchis un petit peu. Mais on n'est pas là pour ça. C'est comme par exemple, tu parlais d'études par rapport au sel nitrité et tout ça. Comme par exemple avec l'étude qu'ils ont fait où il y avait de la corrélation entre la viande rouge et le cancer colorectal. Oui. Et ils avaient accompagné des gens qui mangeaient, je crois que c'est, je sais pas combien de fois ils mangeaient de viande par semaine, mais ils mangeaient une quantité absurde de viande rouge par semaine, par exemple 5 fois par semaine, on va dire, ou 7 fois par semaine, voilà. Tous les jours, ils mangeaient de la viande rouge. Et à la fin, ils ont vu que ces gens, ils développaient des cancers colorectals, etc., etc. Du coup, ils se sont fait comme conclusion, ah oui, viande rouge égale cancer. Voilà. Mais ce qu'ils regardent pas dans l'étude, c'est qu'est-ce que ces gens, déjà, qu'est-ce qu'ils mangeaient autour de leur viande. Parce que tu vas pas manger que de la viande, n'est-ce pas? Ouais. Et non plus d'où venait cette viande. Ouais. Parce que par exemple, si je mange, on va dire, 7 Big Mac, toujours McDo, Again. 7 Big Mac par semaine, ça reste de la viande rouge,
c'est Ouais. du bœuf. Enfin, en tout cas, McDo nous dit que c'est du bœuf, n'est-ce pas? Ça, c'est encore une fois une autre conversation pour un autre jour. Au secours. Mais voilà, et bah, ça va pas être bon pour ta santé si tu manges 7 Big Mac. Donc toi, t'as trouvé les... Enfin, vas-y, continue. Par contre, compare maintenant si je mange 7 fois du steak de bœuf qui a été nourri par de l'herbe, qui a vécu en bonne santé, une vache qui a marché dans les prairies toute sa vie, Qui a pas été bourré d'antibiotiques. Je suis sûr qu'il y aura quand même une différence entre moi qui mange 7 fois de la viande rouge dans du McDo et 7 fois de la viande rouge qui vient d'une vache poussée biologiquement. Voilà. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas vu d'études scientifiques validées, mais par contre, tu remets en doute le fait que peut-être l'étude, les études, elles ont peut-être pas forcément pu être vérifiées comme il faut, parce que de nouveau, on parlait de biais avant. Peut-être et sûrement qu'il y a des biais que on peut pas échapper à ça. C'est ça. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est ces donc études ça te remet en question. Ouais. C'est ces études qui vont pas plus loin que de se dire ah oui, il a mangé 5 fois de viande, il a du cancer, voilà. Ah oui, mais ces messieurs qui ont développé du cancer, à part la viande, ils mangeaient quoi d'autre? Bah, on n'a pas regardé. Ouais. Bah, tu sais, c'est comme on parlait avant de l'opinion d'experts qui est tout en bas dans la pyramide de confiance, ouais, où tu peux vraiment te baser sur une étude, puis que l'opinion d'experts, elle est tout en bas. Et c'est vrai que moi, il y a des choses où je me questionne aussi. Par exemple, c'est vrai que quand tu regardes les entreprises pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique, qui se fait tellement d'argent avec des statines, par exemple, qui sont là pour faire baisser le cholestérol, j'ai l'impression, donc là, je remets en cause aussi, mais ça veut pas dire que j'ai raison et ça veut pas dire que... voilà, c'est vraiment moi qui remets personnellement en doute. On dit que le cholestérol LDL est forcément mauvais et que on peut risquer plus rapidement et plus fortement de mourir de problèmes cardiovasculaires. Et en fait, en discutant avec d'autres, avec des diététiciennes par exemple, elle expliquait justement que le LDL c'était un transporteur et que il fallait regarder aussi un peu la taille de ces transporteurs, parce que tu avais des petites molécules et les grandes molécules, et que c'était les petites molécules qui étaient plus dangereuses, mais qu'il fallait pas que regarder le LDL. En fait, ton cholestérol, il devient problématique si tu as beaucoup de ces petites particules, mais il faut aussi voir d'autres choses. Par exemple, est-ce que tu as de l'inflammation de bas grade? Est-ce que tu as des problèmes est-ce que ton insuline, elle est problématique? Est-ce que tu as trop de glucose dans le sang? Ton hémoglobine, est-ce qu'elle était trop haute ces derniers mois, ces dernières années? Donc, c'est vraiment comment tu prépares le terrain dans ton corps qui ferait que ton LDL pourrait s'avérer dangereux. Parce que si tu regardes le cholestérol, tes organes, tes cellules, la paroi extérieure, toi qui es laborantin en biologie, la paroi des cellules, elle est faite de quoi? De lipides. Mais quels lipides? Des cholestérol. Phospholipides. Mais elle a besoin de cholestérol pour réguler leur fluidité. Elle a besoin de cholestérol. Voilà. Et notre cerveau. Gaines de myéline. Les gaines de myéline. Donc en fait, là aussi, il y a cette histoire où je questionne personnellement le fait de est-ce que vraiment avoir trop de LDL, c'est si problématique? Mais ça, c'est un problème où, et je vais parler un peu d'un truc qui est prouvé, ce n'est pas une théorie du complot, ça s'appelle la villanisation des graisses. Oui, ça aussi. Où en fait, je sais plus en quelles années c'était, je sais plus si c'était 60 ou même avant, ou après peut-être, je sais pas. Et il y avait des grandes entreprises de nourriture, on ne va pas dire lesquelles, qui ont payé des scientifiques, et ça c'est prouvé, vous pouvez chercher, c'est pas des théories de complot, ils ont payé des scientifiques pour
faire des études qui démontraient que ce n'était pas le sucre qui était mauvais pour la santé, qui provoquait tous ces problèmes. C'était en fait les graisses. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui pense, ah oui, c'est les graisses qui nous font grossir. Alors que non. C'est les graisses qui sont mauvais pour nous, mauvais pour le cœur, mauvais pour tout. Et réfléchis jamais au sucre. Alors que non. C'est le sucre le problème, en fait, la base des grands problèmes. C'est d'en manger trop, surtout. Manger Parce trop, que- voilà. On a besoin de glucose. Le Oui. glucose, c'est quand même l'énergie pour C'est la base, nos ouais. cellules. Voilà. Ouais. Mais on parle ici de sucre ajouté. Ouais. De trucs qui sont sucrés, de desserts, de Dont céréales. on n'a pas forcément besoin, Voilà. qui n'est pas vital à la vie, ouais. C'est ça, exactement. Et encore une fois, c'est la vinanisation. Et du coup, le cholestérol, c'est un lipide, c'est une graisse. Mhm. Et du coup, ça a été un peu mis dans tout ça, alors que le cholestérol, c'est presque comme une hormone essentielle pour notre corps. Oui, ils sont en train de dire d'ailleurs maintenant que tout ça, c'est hormonal. Mhm, Ouais. exactement. Et d'ailleurs, principalement pour les femmes, les lipides, le gras, quand on dit le gras c'est la vie, eh ben oui, le gras c'est la vie, Mhm, parce que le gras c'est hyper important pour tes hormones. mhm, Donc c'est autant bon pour ton cerveau, pour tes cellules que pour tes hormones. mhm, Donc c'est pour ça que il y a plein de régimes qui existent, il y a plein de diètes qui existent, mais personnellement, je trouve que quand tu coupes à 100% quelque chose, tu sais, les gens qui se coupent à 100% les glucides, parce mhm. que oui, mais les pâtes, ça fait grossir. Tu sais, donc moi, je mange pas de pâtes, je mange pas de riz, je mange rien. Tu sais. Ce genre de choses où quand tu commences à trop restreindre, de mon point de vue, c'est pas bon. Mhm. Parce que le corps, il a besoin de glucides, il a besoin de lipides, il a besoin de protéines, et protéines pour tes muscles, lipides pour tes hormones, glucides, ton cerveau, il utilise son principal carburant pour l'énergie, Mhm. c'est le glucide. Oui. Les glucides, Mhm. hein, pour faire l'ATP. Exactement. C'est quoi l'ATP? L'ATP, c'est l'énergie des cellules, quoi. En fait, c'est la Ouais, c'est molécule d'énergie. Ouais, c'est Voilà. ça. Voilà. Donc voilà. Et oui, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, cette histoire de cholestérol, il y a plein de méta-analyses qui disent oui, les acides gras saturés, donc le gras où il y a du cholestérol, ça fait augmenter le LDL et ça provoque des risques cardiovasculaires. Ok, il y a des études là-dessus. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de livres et plein d'experts. Et là, de nouveau, malheureusement, ça m'arrange pas pour le coup, mais l'opinion d'experts reste tout en bas, donc il faut quand même prendre du recul et aussi mettre en doute tout ça. C'est que il y a justement des experts qui disent que le cholestérol n'est pas si mauvais que ce qu'on pense. Mhm. Et que de nouveau, avec les lobbies pharmaceutiques, on a de nouveau ce système abonnement pour Netflix, abonnement pour Spotify, abonnement pour tes antihypertenseurs, abonnement pour Mhm. tes statines pour baisser ton Mhm. cholestérol. Et les abonnements, ça fait de l'argent. Mhm. C'est pour ça que Ouais. moi, je peux dire une anecdote de mon côté. Vas-y. Parce que je viens de faire, en fait, il y a peut-être un mois plus même, Mhm. un petit test sanguin, faire un petit bilan sanguin, on va dire. Mhm. Et puis, c'était drôle parce que le médecin, il me disait que tout allait bien, c'est magnifique, la glycémie. Enfin, j'avais déjà arrêté le sucre depuis le Nouvel An. Ouais. Donc, bien sûr que ma glycémie, elle allait être bien, n'est-ce pas? Mhm. Mais, et après, on arrive au cholestérol. Et tu vois un peu vraiment l'école de médecine où c'est un peu, voilà, vous lisez le bilan. Si ce paramètre il est trop haut, eh ben, vous pouvez associer ce médicament. Oui. Voilà. Et il regarde mon cholestérol et il me dit, ah oui, votre cholestérol, il est un peu haut. Donc, un peu haut. Mhm. Parce qu'il a additionné, en fait, l'HDL, qui est le soi-disant bon cholestérol, Mhm. avec le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Entre Mhm. guillemets bon et entre guillemets mauvais. Voilà, Les deux, pour simplifier, ouais. ils sont essentiels quand même pour le corps. Oui. Mais, si tu regardais la différence entre HDL et LDL, mon HDL, il était beaucoup plus haut que le LDL. Donc, mon bon cholestérol, soi-disant, il Le était... protecteur, ouais. Exactement. Il était beaucoup plus haut. Mais parce qu'il a fait l'addition des deux, il s'est dit, ah oui, il y a trop de cholestérol. Et il me commence à parler, oui, faudra faire attention, c'est sûrement génétique, donc peut-être qu'à 60 ans, il faudra se mettre en statine.
Et moi, direct, ça me fait un drapeau rouge qui fait « Oh, oh, alarme !» Commence à me mettre en statine. Ouais. C'est déjà, toi qui as bossé dans le Moi domaine... aussi, on m'a dit qu'on devait me mettre en statine. Hein. Toi aussi, bien sûr, aussi. Hein. Alors, mais pour parler en fait des statines, est-ce que tu pourrais nous parler en fait des effets secondaires de la statine? Alors, c'était il y a 12 ans, hein, mon CFC d'assistante en pharmacie. Mais alors, exactement les termes exacts, je sais plus, mais je sais que ça a des très forts impacts négatifs sur les muscles. Donc, avec les autres professionnels qui sont dans le même domaine que moi et qui connaissent aussi un peu la pharmacologie, etc., on est tous en train de... Bon, après, je devrais pas dire ça parce que les gens qui ont besoin de leur traitement, faut qu'ils le prennent Bien d'un sûr, côté. les médicaments, ils existent pour une raison. Oui, mais il faut pas... mais en même temps, j'aimerais éviter d'en prendre, voilà. Mais je veux pas influencer négativement si vraiment il y a des personnes qui ont un vraiment cholestérol dangereusement trop haut, ça peut être nécessaire. Et ça, je trouve important de le dire. Je dis pas qu'il faut arrêter les médicaments. Bien sûr si vous avez des médicaments, de nouveau, il faut avoir l'esprit critique et puis il faut regarder au cas par cas. Il faut pas faire une généralité. Mais par rapport aux médecins, si je peux rebondir par rapport à ça. Vas-y. Moi, j'avais fait des prises de sang et j'étais tout le temps fatiguée. Je me disais, je dois sûrement manquer de fer, c'est pas possible, ça va pas. J'ai pas d'oxygène, je suis fatiguée, mes muscles ils sont rabougris, ça va pas du tout. Et en fait, moi qui m'intéresse énormément aux prises de sang, non mais c'est ma passion de regarder des prises de sang des gens. J'ai vu que ma vitamine B12 elle était pas en dessous de la moyenne, elle était pas en dessous, donc j'étais pas en carence, j'étais encore dans les chiffres, mais j'étais en déficience. Donc la différence entre carence et déficience, t'es en dehors de la norme mais en négatif, donc tu manques vraiment réellement, selon les statistiques t'es en dessous, donc tu manques de cette vitamine. Déficience, t'es encore dans les normes, mais ça varie au cas par cas, d'une personne à l'autre. Une personne, ça lui fera rien. Et une personne comme moi, elle sera en PLS parce qu'il lui manque vraiment cette vitamine. Et j'ai été voir mon médecin et je lui disais, je crois que j'aurais besoin justement de la vitamine B12 parce que là, ok, je suis encore dans les normes, mais je suis à très très peu d'être en dessous. Et il me disait, non, c'est bon, vous êtes dans les normes, vous n'avez pas besoin. Si vous voulez vous supplémenter, allez-y, il n'y a pas de souci, mais franchement, ça sert à rien. Je dis, ok, d'accord, ça sert à rien, mais c'est moi qui gère. Alors, je prends mes vitamines et tout ça. Et donc, j'ai fait ma cure de vitamine B12 et après, ça allait mieux. Mais ça allait vachement mieux. Alors, tu peux dire, oui, c'est l'effet placebo, t'as pris quelque chose et ton cerveau croit que ça va mieux. Ok, ça peut être une alternative. Mais en attendant, les prises de sang d'après, j'étais beaucoup plus haut. Et puis, moi-même, je me sentais quand même vachement mieux. Donc, il y a aussi ce truc de, comme je disais à l'ancien podcast, d'écouter ses tripes. Quand la réponse nous plaît pas, faut insister. Pas insister dans le sens faire chier les gens et puis insister dans le sens par ego. Non. Insister dans le sens où ça me paraît bizarre. Je sens que dans mes tripes, là, j'ai un peu la boule au ventre et un truc qui passe pas. Ok, là, c'est mon intuition, elle me dit que ça va pas. Je vais chercher plus loin. Tu vois, dans ce sens-là. Mais ouais, pour rebondir à ce médecin encore. Ouais. C'est juste pour dire que c'est vraiment dommage. Alors, pas tous les médecins sont comme ça. Hein. Il y a des médecins qui sont Géniaux, pardon. Ça, c'est le côté prof de français qui ressort. Prof de français. Désolée. Mais, pour dire que c'est dommage que certains médecins, ils ont ce réflexe de dire à quelqu'un dans la trentaine, ah oui, ton cholestérol, il est peut-être 10 points en dessus de ce qu'il devrait être. Donc, mon gars, fais attention, on va te mettre sous médicament. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas peut-être... Va voir un diététicien ou un nutritionniste. Ou essaye de manger un peu moins d'œufs le matin, peut-être, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Bon, après, pour leur excuse, c'est vrai que pour le cholestérol, la grande partie qui se joue pour le cholestérol, c'est dans ton corps que ça se joue, c'est pas via l'alimentation. L'alimentation, t'as un faible impact. T'as de l'impact si tu fais vraiment de la merde, t'as de l'impact après si tu fais mieux, mais la plupart, c'est ton foie qui gère. Oui. Donc, il y a cette partie-là aussi. Mais là, c'était le cholestérol comme exemple. Ouais. Par exemple, j'ai entendu pas mal d'anecdotes aussi qui viennent surtout d'Amérique, mais ça, c'est un autre sujet. Mais par exemple, les gens là-bas,
quand ils faisaient des prises de sang, ils avaient un taux de glycémie diabétique. Ouais. Et ben, ils les mettaient direct sous insuline. Et moi aussi, on m'a fait ça quand j'étais petite. Et c'est Quand une j'étais ado. folie. Ouais. Plutôt que de dire à la personne, mon gars ou meuf, arrête de manger du sucre. On va te mettre sur un régime juste, je sais pas, du Rééquilibrage alimentaire. rééquilibrage alimentaire, peut-être un cétogène. Ou juste un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Où on va couper beaucoup les sucres ajoutés que tu manges, n'est-ce pas? Et du coup, on va voir dans 3 mois, tu reviens faire un bilan, voir si c'est bon. Non, direct, c'est, voilà, madame, l'ordonnance pour votre insuline qui coûte d'ailleurs $300 en Amérique, vu que c'est le pays avec l'insuline la plus chère au monde. Vous pouvez chercher sur Google. Et tu vois qu'il y a ce côté business. Ben, c'est vrai, parce que moi, quand j'étais ado, je mangeais vraiment n'importe comment. Je mangeais extrêmement sucré. Ben, j'avais mes TCA et je me cache pas derrière, hein, mais j'assume, je mangeais vraiment n'importe comment. Je me gavais, j'avais vraiment beaucoup de sucre. C'était vraiment le truc qui me comblait, c'était le truc qui m'apaisait. Et du coup, bah, je faisais de la résistance à l'insuline. Et mon docteur, lui, il était endocrinologue en plus, il m'a mis sous Medfin. Donc ça, c'est un produit, c'est un médicament pour les personnes diabétiques de type 2, principalement. Et ça a des effets secondaires, mais horribles. Surtout à un ado, t'as la chiasse tout le temps déjà. Non, mais t'as le ventre, il est capoute, il laisse tomber. Donc ça te bousille ta vie sociale, ça te bousille pour aller à l'école. Voilà. T'arrives plus à manger, n'est-ce pas? Ta glycémie, ok, elle descend, mais en vrai, est-ce que t'as vraiment besoin de ça? Pourquoi, là, je rejoins ce que tu dis, pourquoi il n'y a pas cette histoire de, ok, première étape, ce serait voir l'alimentation. Je vous envoie chez une diététicienne ou chez une nutritionniste. On va faire un rééquilibrage alimentaire. De nouveau, j'insiste, pas forcément couper les glucides, rééquilibrer ça, de supprimer, de réduire un grand maximum les sucres ajoutés, de soigner un peu ces TCA aussi. Et en fait, tout ça, ça va s'équilibrer après petit à petit. Pourquoi tout de suite donner un médicament? Faisons les choses une chose à la fois. On sait que la nourriture, souvent, c'est une bonne prophylaxie. Tu peux faire beaucoup de prévention avec la nourriture. Pourquoi directement aller sur des médicaments? Pourquoi pas essayer avant avec la nourriture? D'autant plus que là, dans mon cas, bah après, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai pas eu besoin du tout de ce médicament. Je l'ai pris pour rien, entre guillemets. Voilà. Enfin, voilà. On a l'exemple de mon père, en plus, qui, lui, c'était déjà la 2e fois qu'il se fait un bilan sanguin. Ouais. Et il a les numéros de glycémie un peu en pré-diabétique. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de génétique aussi qui entre en jeu là. Mais il a assumé, il disait, ah bah oui, c'est normal parce qu'en fait, je mange quand même beaucoup de sucre ajouté, beaucoup de desserts, beaucoup de grignotage. Donc, je vais arrêter tout ça. Ouais. Et il a arrêté tout le sucre, enfin pas à 100%. Il a fait comme nous, en fait. Il a fait comme nous, en fait. Et quand il a refait son bilan, sa glycémie, elle était parfaite. Ouais. Voilà. Donc, preuve. Donc voilà. Donc en fait, de nouveau, on rentre un peu dans cette histoire d'abonnement. Après, le but, c'est pas de devenir complotiste, c'est pas d'être contre qui que ce soit. C'est juste que voilà, il y a des choses, des façons de faire dans la société que on remet un petit peu en question. Après, voilà, quand il y a des études, comme je disais avant, il y a des méta-analyses pour cette histoire de cardiovasculaire. Moi, j'aimerais bien que cette histoire d'experts, elle ait plus de poids. Mais en attendant, moi, quand j'ai des patients, je peux leur parler de ça. Mais dans la logique professionnelle, je dois me baser sur les études scientifiques, les méta-analyses qui disent que, attention, quand le LDL devient trop haut, on adapte l'alimentation. Oui. Et voilà. Donc c'est ça aussi l'enjeu après, par rapport à moi, par exemple, et par rapport à mon métier. Parce que le but aussi d'un nutritionniste, c'est de ne pas être dangereux pour les autres, donc de ne pas dire n'importe quoi non plus, et de ne pas faire trop le complotiste non plus. Non plus. Mais c'est de réussir à trouver l'équilibre, de chercher dans les ressources scientifiques, de chercher dans les livres, dans la littérature, de oui, être curieux, mais de quand même se baser sur
des études scientifiques qui sont prouvées, qui sont solides. Donc, je reviens avec mes méta-analyses parce que c'est vraiment le gold standard. C'est vraiment c'est ça. Et voilà. Et après, bah, je peux toujours expliquer aussi aux gens cette histoire de ce que les experts disent en expliquant que voilà, l'opinion d'expert, elle pèse moins lourd que ça. Et puis après, les gens, ils ont leur libre arbitre, pardon. Donc voilà. On n'est pas là pour parler de dire ce camp il est mieux que l'autre, de les médecins ils sont pas bien ou autre. De nouveau, je pense qu'on revient sur le fait de écouter ses tripes de nouveau, être curieux, avoir son esprit critique et voilà. Et toujours de faire le mieux pour soi-même. De faire au mieux pour soi-même. On comprend qu'on peut être fatigué, on a des enfants, on n'a pas le temps. Exactement. Et du coup, mon but à moi dans cette histoire, c'est de rendre tout ça facile pour les gens. En fait, c'est ça. C'est ça. Je pense que on a déjà bien parlé. On a déjà bien parlé. On pourrait parler encore pendant 5 heures, n'est-ce pas? Bah oui, en même temps, un scientifique et une nutritionniste, on pourrait faire 15 livres et... En résumant, ne faites confiance à personne, allez vivre dans la Fabio, forêt et fuyez. Aïe. Non, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, j'aime bien faire un peu l'avocat du diable et toi aussi. Mais après, c'est bien de faire l'avocat du diable, mais c'est bien de pas être trop à croire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et de toujours aller vérifier les recherches. Et d'être toujours aussi en apprentissage. C'est ça. Voilà. Quand on regarde notre histoire de lait, on a changé 10 fois entre écrimé, demi-écrimé. C'est toujours du erreur, réessayage. Oui, et au final, comme elle a très bien dit ma prof, et qu'est-ce que je l'adore, celle-ci d'ailleurs, il n'y a pas de parfait. C'est vraiment, c'est quoi ton objectif? Tu veux quoi? Et après, on adapte. Parce que quelqu'un qui veut juste un rééquilibrage alimentaire, son assiette, elle sera vachement différente de quelqu'un qui veut prendre de la masse, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut absolument avoir ses protéines. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. On peut pas donner un plan pour tout le monde, quoi, le même. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire? Je pense pas. Enfin, oui, j'aurais beaucoup d'autres trucs à dire, mais pas pour aujourd'hui, on va dire. On a déjà fait quand même bientôt 1h20. Oui. Donc, pour le prochain épisode, on va parler d'Alien et de... Oh mon Dieu, au secours. Ah là là. On verra de ce qu'on parle. Oui. Alors, merci Fabio. Merci à toi. Et puis, à tout à l'heure. Et merci aux gens qui nous écoutent aussi. Ah ouais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé et si les nouvelles thématiques que vous aimeriez qu'on discute. À bientôt. Au revoir.